Un projet d'élection référendaire. J'ai essayé de commencer à discuter, je voulais savoir des choses là-dessus, et on m'a rapidement fait comprendre que je ne comprendrais pas. Mais je n'ai pas désespéré, puis je tiens juste à vous dire que je vais sans doute dire des bêtises, mais voici ce que je pourrais vous dire d'un point de vue patriote. Mais les patriotes en ont fait une élection référendaire. Le 21 janvier 1834, ils déposent les 92 résolutions au Parlement provincial. C'est un texte considérable de plus de 40 pages qui décrit en détail à la fois les récriminations des Canadiens envers l'occupant britannique et en même temps qui est un authentique programme qui pourrait mener éventuellement à la naissance d'un nouveau pays dans le nord-est de l'Amérique. Les revendications sont à ce point radicales qu'elles auraient pour effet, en somme, de priver le gouvernement anglais de toute influence dans la colonie. Bien sûr qu'on est en face d'un gouvernement qui n'a pas de pouvoir, un parlement dirige qui n'a pas de pouvoir. Alors, les 92 résolutions sont promptement récusées par le gouverneur et on finit là. Pas du tout, on dit les patriotes. On va mener un double mouvement. Un mouvement d'abord de pétition vers la Grande-Bretagne. Immédiatement, dès qu'elles sont votées, les 92 résolutions font le tour de la province. J'ai calculé qu'il y avait à peu près 60 à 70 assemblées, il y en a peut-être quelques-unes qui m'ont échappé, qui se déroulent entre février, dis-je, et mai 1834. Et la pétition, un peu comme ça, il a une pétition sous le bras, on fait le tour du Bas-Canada pour recueillir plus de 70 000 signatures. C'est Augustin Norbert-Morin qui, au mois de juin, prend le bateau, s'en va en Angleterre, pitch à la Chambre des communes d'Angleterre. Premier côté. D'un autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser une vaste mobilisation autour de ce programme-là, autour de ces revendications-là. Comme les patriotes n'ont pas de loi sur les consultations populaires, il leur reste un outil, des élections. Or, les élections qui vont se dérouler en octobre 1834 ne portent pas sur le Parti patriote ou le Parti Tory, ne portent pas non plus sur le mandat ou le leadership de Louis-Joseph Papineau. Tout porte en fait sur les 92 résolutions. Et c'était entendu comme ça. Ce qui est remarquable avec cette élection-là, bon, évidemment, ça a été un raz-de-marée patriote. Ils vont, grosso modo, obtenir 92% des lois. Je vous laisse rêver quelques instants. Et ils vont gagner 88, en fait 81 des 88 comtés. Il leur reste 7 comtés, c'est essentiellement les 2 députés de Sherbrooke, il reste Shepherd et William Christie, qui est élu dans Gaspé. Mais grosso modo, un raz-de-marée, et qui nous laisserait envisager l'idée que, bravo, tenons une élection sur un programme politique et non pas sur des écrits. Et là, il y a cependant le patriote vous dirait, soyez cependant attentifs au point suivant. Certainement que la caution démocratique, telle qu'on l'a obtenue les patriotes en 1834, est aussi puissante que n'importe quel référendum surveillé par l'ONU et les droits de l'homme. C'est un résultat qui est tout aussi impressionnant. Demeure que lorsqu'on se lance dans cet exercice-là, en plus de ça, on peut créer une vaste coalition. Historiquement, on le voit. Puis ceux qui s'intéressent à l'histoire, parmi vous, le savez aussi. C'est que l'élection de 1834 et le raz-de-marée patriote va créer un momentum qui ne cessera plus ensuite. C'est-à-dire qu'au sortir de cette élection-là, on a fait le plein de ce qu'on va appeler la gang des patriotes. À partir de là, il va y avoir très peu de « OK, je sors, je rentre du mouvement ». Vous me suivez? Le leadership va se consolider autour d'un programme politique et va se fondre dans la lutte électorale. Dès lors, ça se cristallise. Les groupes sont assez bien cristallisés, ils vont demeurer à peu près les mêmes jusqu'aux rébellions. 3 ans plus tard. De deux, c'est tout à fait, ça va créer comment je pourrais dire, littéralement un mouvement organisationnel. C'est-à-dire que des élections de 1834 étaient très bien organisées. Comité central et permanent à Montréal, comité de comté un peu partout, des unions patriotiques un peu partout en région. Bref, un mouvement à la base électorale va être prêt à se muer en machine de guerre. Bien sûr qu'il n'y arrivera jamais vraiment.
Mais il demeure que lorsqu'on regarde l'Organisation patriote en 1934 et qu'on la regarde 3 ans plus tard en 1937, elle a assez peu changé. Ce qu'on remarque cependant, c'est que les organisations à la base électorale sont tout à coup devenues davantage des organisations d'action directe, dirait certains. On ne fait pas un tel exercice à l'aveuglette, cependant. Parce que le mouvement, les patriotes ont réussi leur élection référendaire parce qu'ils ont pu compter sur une très vaste majorité. Il aurait été absolument désastreux, voire tragique, que l'élection de 1934, comment je pourrais dire, accouche d'une division nationale. Et ça, ils ont pu, en d'autres mots, tirer profit de l'expérience parce qu'ils partaient gagnants, avec des éléments en poche. Ils n'auraient certainement pas entrepris une élection qui aurait pu les mener à une victoire à la cléruche. Si vous en voulez une élection référendaire ratée, prenez celle de 1841, par exemple. Moi, je sors des patriotes. En 1841, tout ce monde-là est en exil ou a été battu. Il ne reste plus. Et les patriotes qui restent au Québec sont divisés, à peu près comme dans le milieu du visage de Dieu du dernier. D'un côté, il va y avoir, vous le savez peut-être, les lafontainistes, les partisans du gouvernement responsable, qui se disent patriotes. Et de l'autre côté, vous allez avoir les vigéristes, les partisans de évidemment de Denis Benjamin Vigée, qui se disent d'abord et avant tout patriotes. Le résultat, un désastre. C'est-à-dire qu'on aura bel et bien une élection référendaire en 1841. Toutes les deux, où les deux camps se battent au nom des droits de la majorité, mais où on va accoucher de 2 minorités.